Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la médicale. Je m'appelle Pierre-Olivier Bosset, j'ai 44 ans, 3 enfants. Je suis chirurgien urologue et pratique mon activité dans 3 établissements. L'hôpital Foch à Suresnes en activité principale et une activité complémentaire dans 2 cliniques, la clinique de Parly 2 et la clinique du Val d'Or. Et je suis originaire des Yvelines. Toutes mes études ont été faites à la faculté de Paris-Ouest. Cette faculté inclut notamment l'hôpital Foch et finalement j'ai fait mes premières gammes dans cet établissement, dans le service d'urologie du professeur Lebré. Lorsqu'on démarre nos études de médecine, on n'est pas forcément tout à fait sûr de notre future spécialité. J'y ai trouvé dans l'urologie et notamment dans ce service toutes les qualités d'un métier qui me paraissait passionnant jusqu'au bout. Je me bossais. Qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu mets du matériel sur ton machin là ? Oui, il y aura une prothèse. Il y a une prothèse donc avec le docteur Burby. Donc, on fait une chirurgie d'un cancer de prostate. C'est avec les nouvelles technologies qu'on utilise depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire par célioscopie, c'est-à-dire qu'on met du gaz dans le ventre avec un robot. Donc le robot, c'est cette grosse structure un peu barbare. Et alors ça a un côté assez sympa. Et moi, je suis expert français de ce truc-là, c'est qu'on opère ici. C'est une vision 3D, comme au cinéma. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je vais me laver les mains. Avec un désinfectant. Exactement. C'est un lavage de main particulier, qui est un lavage de main ce qu'on appelle chirurgical. Évidemment, des mains, des avant-bras, et qui fait partie de la première étape avant d'être en tenue stérile. Hop. Oui, c'est assez particulier. On fait couler l'eau vers le point moins stérile, donc c'est-à-dire qu'on fait couler l'eau vers les coudes. Donc tout est automatisé. Tac, et on finit par un petit peu de soluté hydroalcoolique que vous connaissez bien. Là, vous opérez quoi aujourd'hui ? Donc on opère un monsieur qui a un cancer de prostate. On lui fait donc une prostatectomie totale, on lui enlève toute la prostate. Comment se passe votre organisation de travail chaque jour, chaque semaine ? Alors aujourd'hui, mon activité elle est partagée entre cet établissement public et mon activité libérale. Je pratique 3 jours à l'hôpital Foch en tant que chirurgien urologue et notamment dans une expertise très particulière qui est la chirurgie robotique. Cette activité inclut à la fois le domaine de la cancérologie, donc cancer de prostate, cancer du rein, cancer de vessie, mais aussi la chirurgie féminine, du prolapsus, et en petit supplément, la chirurgie du transsexuel. Sur l'activité libérale, j'ai une activité d'urologie plus générale avec des chirurgies soit par les voies naturelles, soit des chirurgies dites ambulatoires. Vous travaillez combien d'heures par semaine à peu près ? Alors ça, c'est toujours une question difficile à répondre de manière très stricte. Il y a l'activité et le temps passé en clinique ou à l'hôpital qui doit représenter environ une 60aine d'heures par semaine. Et il y a une activité un peu extra. Cette activité d'extra, elle inclut la réponse aux mails pour les patients éventuellement. Elle inclut éventuellement mon travail universitaire de rédaction, de recommandation, puisque je suis membre d'un comité d'urologie gynécologique pour la femme qu'on appelle le CUROPF. Et donc toutes ces activités-là, elles sont considérées comme des extras à mon activité clinique. Voilà, et donc à partir de là, vous le voyez peut-être par l'écran, on va vous montrer, mais en fait, je commande le robot. Donc moi, je suis comme dans une station de conduite, j'ai des pédales pour faire du feu entre chaque pince. Donc j'ai 2 pinces qui ont des commandes avec ce qu'on appelle du feu, c'est-à-dire une possibilité de cautériser. Je contrôle la caméra avec ce bouton-là. Je contrôle les manettes aussi. Et avec la pédale latérale, je peux contrôler le bras que je veux actionner. Vous avez 5 ou 6 pédales. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, exactement. Ce qui est impressionnant, c'est sur l'écran, on voit de très près évidemment, oui. Et c'est très net, on a l'impression d'être quasiment sur l'organe, alors que pourtant c'est des toutes petites caméras qui sont introduites. Exactement. Et avec un chirurgien qui est pas sur le champ opératoire, qui est un concept assez nouveau. On se fait toujours une représentation pour les gens du civil qu'on soit sur le malade en train de triturer. Et en fait, la chirurgie s'est énormément modernisée. Avec l'IA, va continuer à se moderniser. C'est un outil pour nous de vision, de netteté, de précision. Et ici, à l'hôpital Foch, vous êtes donc référent dans la chirurgie robotique que vous pratiquez et vous faites aussi de la formation. Alors oui, tout à fait sur la partie chirurgie robotique. Je suis un chirurgien en effet expert de cette activité robotique et à ce titre, elle impose plusieurs qualités. La première, c'est qu'elle permet un compagnonnage local pour former
interne, assistant, chef de clinique à cette pratique chirurgicale. Elle me sert aussi à aider des établissements qui viennent d'acquérir cet outil à former les chirurgiens sur place et ainsi leur permettre de réaliser leur première procédure à l'aide de cet outil. Abaisse bien ta main, toujours. Ouais, super. C'est bien, donc latéralement, l'objectif, ça va être le pubis, hein, tu te souviens ? Ça, c'est la vessie. C'est plus haut, hein ? Oui, vas-y. C'est parfait, on voit le nerf là-bas, t'as vu ? T'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Non, regarde, tu vois le nerf, moi, ça me suffit. Voilà, donc cette activité d'expertise, elle est assez sympa à faire, je trouve. Ça va tout à fait dans notre culture de compagnonnage, d'aider, d'accompagner, d'encadrer, que ce soit des plus jeunes, des moins jeunes, sur des techniques, sur des voilà. Comment qualifiez-vous la différence majeure entre votre activité à l'hôpital et celle que vous menez en libéral ? Ces deux activités qui sont, à mon sens, très complémentaires aujourd'hui. À l'hôpital, on inclut une chirurgie souvent plus lourde, avec des hospitalisations éventuellement plus longues qu'à la clinique. On a le confort d'avoir un service continu qui va être partagé avec nos internes, avec les chirurgiens éventuellement qui sont d'astreinte ou de garde sur l'établissement. Ce qui fait que finalement, mon activité va être diluée un petit peu sur la semaine, avec l'aide donc de mes confrères. En clinique, c'est un peu l'inverse. Finalement, l'activité chirurgicale est totalement à ma charge, à savoir l'intervention, le préopératoire, mais aussi le post-opératoire, avec un continuum obligatoire, puisqu'on suit le malade du début à la fin. Là, on est dans la phase d'aller chercher la prostate. Donc, c'est un petit organe qui est situé sous la vessie et en amont de l'urètre. L'urètre, c'est le canal qui permet à l'urine de sortir. Donc là, on est en train de faire descendre la vessie pour justement accéder à la prostate. La vessie, c'est en gros du gras jaune. Et la prostate, vous voyez, elle arrive un peu en blanc. Voilà, on devine la prostate qui apparaît ici. Et vous avez le pubis au-dessus. Recule-toi si besoin. Parfait, encore. Là, tu es sur la veine dorsale. Alors, tu te méfies. Ah, il faut la cramer, hein. Il faut la couper, hein. Elle adhère à ton... Bah oui, tu es devant. Coupe-la net. Vous voyez la prostate apparaître. La prostate est quasiment dégagée là. Quasiment dégagée, voilà, on la voit bien toute blanche. Qu'est-ce qui vous plaît fondamentalement dans votre métier ? Alors, la chirurgie urologique a notamment cette variété d'activités qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a sur une semaine type des consultations générales, des consultations d'endoscopie dans laquelle on fait des fibroscopies ou des biopsies, la chirurgie bien sûr. Cette chirurgie en tant que telle est elle-même très variée. On opère des hommes, des femmes, éventuellement des enfants. C'est une chirurgie aussi que l'on peut réaliser par voie cystoscopique à l'aide d'un robot, par voie ouverte, par les voies naturelles. Bref, vous avez un panel totalement large de cette activité chirurgicale et cette spécialité remplit un petit peu toutes ses fonctions. Le côté très stimulant de cette activité, c'est le fait d'avoir sur une semaine type la nécessité d'être un peu partout, à savoir une activité chirurgicale assez dense, en clinique mais aussi à l'hôpital, une activité de consultation dans différents endroits, ce qui nous oblige à s'adapter à la fois à la patientèle que l'on voit, mais aussi à l'infrastructure dans laquelle on réalise ces consultations. Et se rajoute à ça toute l'expertise chirurgicale, notamment me concernant sur la partie robotique, avec la nécessité de former les futurs urologues à cette activité, ou bien d'aider des établissements à développer une activité chirurgicale robotisée, ce qui nous donne un contact avec les cliniques et donc ainsi d'avoir différents protagonistes en face de nous. On a le sentiment à vous écouter qu'il y a un côté prenant de devoir être présent partout à la fois. La semaine en cours, ça c'est sûr. Comme tout métier passionnant, il est prenant. Cela génère forcément un peu de fatigue à côté, puisque évidemment, derrière la médecine que l'on fait, il y a aussi la vie de famille qui se rajoute. Après, je crois que la fatigue, elle vient aussi du fait de faire des choses répétitives, moins intéressantes. Nous, le challenge au quotidien de soigner rend les choses tout à fait emballantes. Ça, tu peux le couper, ouais, mais sans feu. Quelles sont les difficultés de votre spécialité ?
Alors les difficultés de notre spécialité, elles incluent surtout le temps chirurgical. Ce temps chirurgical demande une concentration importante sur notre acte en tant que tel, mais aussi sur les autres acteurs qui sont au sein du bloc opératoire. La chirurgie en tant que telle peut aussi être un challenge, que ce soit par l'outil de la chirurgie robotique, que ce soit par l'utilisation de matériel prothétique à implanter dans de bonnes conditions. Et tout ça rend les choses assez enthousiasmantes. Et cette responsabilité importante, comment vous la vivez au quotidien en tant que médecin ? En fait, le démarrage entre un embryon de médecin et un médecin spécialiste dans sa spécialité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, fait que ce compagnonnage qu'on a tout au long des 10-15 ans d'études que nous faisons fait rentrer pas à pas dans la spécialité, pas à pas dans notre métier futur. On nous insuffle en fait progressivement cette responsabilité qui fait qu'on la digère un peu comme quand on respire et donc on n'a pas forcément une prise de conscience du jour au lendemain sur cette responsabilité qu'on nous a infusée pas à pas depuis notre plus jeune âge. Ça veut dire que vous y pensez finalement à cette responsabilité avant et après le travail. C'est quelque chose avec lequel vous vivez ? Exactement, on n'y pense pas forcément pendant qu'on est dans le travail, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent en sortie de bloc opératoire, quand on est à notre domicile ou quand on discute avec notre famille. Plus près de la prostate, c'est presque dans le muscle. Ouais, parfait. Hop. Là, vous reprenez la main. Là. Exactement. On va passer un premier temps de... Alors tu vois, là, ta vessie qui n'est pas bien tenue. T'aurais pu... Elle est lâchée ? Non, mais t'aurais pu tirer plus fort, je pense. Je peux rentrer après. Je veux bien la porte-aiguille, s'il te plaît. Donc là, on vient de séparer la prostate de la vessie. Donc c'est un des premiers temps. Il nous reste maintenant à décrocher la prostate par rapport au rectum et par rapport à l'urètre. Les 2 derniers temps. Et après, bien sûr, il faudra qu'on reconstruise. Hein. C'est mieux de faire pipi par la verge. Hein. Donc il y aura un temps de couture pour rebrancher la vessie à l'urètre. C'est la question que vous avez posée. C'est mieux que de se faire pipi dans le ventre. Hein. C'est moins vendeur. Et la responsabilité civile professionnelle, à quel moment vous avez pensé dans votre vie ? Alors en fait, cette fameuse RCP, on est assez materné à l'hôpital et c'est pas une question qui apparaît, on va dire, tout en haut de notre checklist de futurs médecins. C'est, à mon sens, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, quelque chose dont on prend vraiment en considération quand on s'installe en libéral. C'est vrai que aujourd'hui à l'hôpital, et tant mieux, on est très protégé par l'établissement. L'encadrement est important, le compagnonnage est important. Il y a des médecins spécialistes de tout âge dans l'établissement, ce qui fait qu'on est tout à fait dans un cadre rassurant pour exercer. L'activité libérale change un peu, à mon sens, avec la sensation d'être beaucoup plus en première ligne qu'à l'hôpital. Et c'est là où cette RCP et d'être bien couvert prend tout son sens. Pour ma part, dans ma formation personnelle, qui n'est pas du tout obligatoire, j'ai passé mon diplôme universitaire de médecine juridique qui me permet justement d'avoir pu prendre conscience de l'importance de l'information du patient, de cette RCP et de tout ce qu'elle peut requérir dans notre pratique. Vous voulez 3-0, aiguille 17 ou 26 Ça avance bien, le café se rapproche. Donc pour le dernier temps opératoire qui est important, c'est le temps de préserver les bandelettes d'érection. L'enjeu dans ces patients-là, c'est bien sûr ils ont du cancer, mais c'est aussi d'avoir en tête et d'intégrer par rapport à la maladie, par rapport à la localisation, à quel point on peut éventuellement préserver chirurgicalement ou pas la bandelette d'érection. Puisque le fait d'enlever une prostate, globalement, 2 impacts, des fuites urinaires et des problèmes d'érection. Et la prévoyance, faut en parler aussi parce que c'est plus personnel, mais c'est important. Alors, de la même manière, la prévoyance prend tout son sens dans notre activité libérale. Cette prévoyance, elle est importante pour se couvrir soi-même d'abord et se protéger. Dans ma situation qui est propre à chacun, mais ayant 3 enfants, on a besoin d'envisager l'avenir, bien sûr, sereinement, mais il faut être prêt à anticiper tout aléa de la vie. Et cette prévoyance, elle est aussi là pour finalement nous protéger d'un événement futur quelconque. Ça veut dire quoi concrètement ? Si vous avez besoin de vous soigner, vous pouvez vous arrêter et être indemnisé.
Exactement, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on puisse s'arrêter si on doit se soigner, si on doit s'arrêter plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est là où la négociation et la discussion d'une prévoyance prend tout son sens. Autre sujet plus lointain, certes, mais sujet quand même, la retraite. Est-ce que vous avez une approche par rapport à ça en termes de garantie ? Là encore, on est sur des démarches qui sont individuelles. Me concernant, avec mon épouse, nous avons ouvert ce qu'on appelle un PER, donc c'est un plan d'épargne retraite. On met une certaine somme d'argent chaque mois en vue de notre retraite future. C'est pareil, l'idée c'est d'anticiper, de prévenir et puis de s'assurer une retraite qu'on espère la plus confortable possible sur la fin. Là aussi, vous avez 2 styles d'activité qui font que les médecins sont différents. À l'hôpital, vous avez une prévoyance naturelle qui se fait via la retraite, puisqu'on cotise toute notre vie en étant salarié de l'établissement. En clinique, c'est l'inverse. Il n'y a pas de cotisation en tant que telle pour une retraite future, et donc c'est là où le PER prend tout son sens, parce que c'est lui qui va nous permettre d'avoir une retraite future. Quel accompagnement avez-vous reçu de votre assureur sur toutes ces questions de responsabilité, de prévoyance, etc. Donc mon organisme d'assurance m'a tout à fait guidé dans cette démarche-là pour justement finalement me faire comprendre, me faire apprendre à prendre en considération ces 2 paramètres, que ce soit le PER ou la RCP. Aujourd'hui, le calcul, ce sont des éléments qui se font vraiment main dans la main avec notre assureur. Dans mon fonctionnement avec mon épouse, on essaie d'avoir en gros 2 à 3 rendez-vous par an avec notre assureur pour refaire le point, que ce soit sur nos contrats même d'ordre privé, mais aussi sur notre prévoyance, notre évolution peut-être de carrière, avec des évolutions de salaire qui font que il faut prendre en considération une prévoyance nouvelle. Tout ça, ça se fait pas à pas. Alors là, on va faire tomber la prostate il y a un petit quart d'heure. La prostate, on va la mettre dans un petit sac. C'est un sac que j'irai chercher à la fin de l'intervention. Donc je vais me rhabiller en stérile pour aller... Merci. Je finis, on va faire ensuite le fameux temps dont je vous parlais au début là, de couture. On va rebrancher la vessie à l'urètre pour qu'il fasse pipi. Et ensuite je m'habille et on va aller chercher la prostate. À l'intérieur de l'organisme. Exactement. C'est là où on va ouvrir un des petits trous, comme je vous disais, là un peu plus grand, pour aller chercher le sac et l'enlever. Donc là on va me donner un sac. C'est le vent en direct. Le sac est là. On met la prostate dedans. Parfait. Vous voyez bien, en visuel, là, on a la bande de direction qui est là. Je vais prendre le porte-aiguille et le point de 0. Donc maintenant, dernier temps de l'intervention, on va aller rebrancher cette vessie à l'urètre pour que le patient puisse refaire pipi par les voies naturelles. Donc c'est un temps de couture. Qu'avez-vous découvert au fur et à mesure de votre métier que vous auriez aimé connaître au moment où vous avez débuté finalement ? En fait, aujourd'hui en France, un des défauts de l'enseignement médical, c'est qu'il est strictement identifié et centré sur l'exercice médical et donc sur l'apprentissage des différentes maladies. On est malheureusement mal formé sur l'activité économique future, c'est-à-dire comment s'installer, comment se protéger, comment anticiper une retraite. Ce sont des domaines qui ne sont pas du tout enseignés lorsque nous sommes étudiants. Et donc, c'est vrai que c'est là où on est un peu dans un système à la débrouille, et c'est là où l'assureur prend toute son importance dans son aide pour nous futurs médecins, parce que notre pratique évoluant, elle peut être tout à fait différente en exercice hospitalier et libéral. C'est vraiment des considérations que nous n'avons pas du tout pendant notre formation et notre temps scolaire médical. Un autre élément qui est peut-être un petit peu sous-estimé, c'est tout l'aspect de comptabilité, tout l'aspect financier de l'exercice médical qui, là aussi, est mal expliqué, voire pas du tout expliqué pendant nos études. Tiens, ça c'est l'aiguille. Parfait. Donc il y a toute une annonce qui est faite par les aides évidemment, parce que moi je vois pas entre guillemets, donc aiguille dehors, etc. pour éviter de laisser du matériel. Donc en effet, ça c'est annoncé par la petite sur le champ. Qu'est-ce que vous diriez aux futurs praticiens qui nous écoutent et qui
viennent de commencer ou qui vont commencer bientôt? De rester curieux. Certes, on passe des diplômes, on devient médecin, c'est un fait, et on le mérite, entre guillemets, par les concours, mais il faut rester ouvert à notre formation continue. Cette formation, elle est faite soit par nos seniors, d'une part, soit par les congrès dans lesquels on peut aller. Ça peut être aussi la formation de diplôme universitaire complémentaire. Bref, de tout le temps, rester curieux de notre métier qui évolue quasiment tous les jours aujourd'hui. Et donc, il faut rester vraiment dans cette idée que le métier bouge et donc à nous aussi de bouger. Donc vous ne regrettez rien? Rien du tout, ça reste un métier passionnant, prenant mais passionnant. Parfait. Allez, on s'en va. Merci à tout le monde. Vous avez été formidable. Bon, tout s'est bien passé. Parfait. Oui, vous avez vu, c'était détendu. Hop là. Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la Médicale.